Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein l'ado aujourd'hui avec un invité dans cette émission qui parle des ados, des parents, des familles, de la Alia, de l'exmission hebdomadaire exclusive d'une heure avec un invité exceptionnel aussi aujourd'hui, Yossi Abravanel. Alors Yossi Abravanel, c'est quelqu'un qu'on ne devrait plus présenter mais qu'on va présenter quand même parce que son visage est connu de pas mal de gens dans la jeunesse en France, en Israël aussi parce qu'il a été délégué de l'agence juive, mais juste avant de lui dire bonjour, non, on va lui dire bonjour tout de suite. Bonjour Yossi. Salut Bernard. Ça va? Heureux d'être avec toi ici. Bon, dans cette émission, vous savez qu'on tutoie nos invités. Et on va commencer tout de suite avec Yossi à essayer de comprendre un peu son parcours, parce que ce qui nous intéresse, avant de nous intéresser aux ados et aux familles, c'est des parcours personnels, comment quelqu'un fait sa alia, la décision. Tu habitais où, Yossi? Avant de faire ta alia, t'es où? J'habitais Paris. T'habites Paris, banlieue parisienne, Montrouge. Tu étais un garçon religieux déjà? Traditionnaliste. Traditionnaliste, ouais, d'accord. Montrouge, belle communauté de Paris. C'était avant qu'il y ait l'école de Montrouge? Il y avait déjà. Ouais. D'accord. Et donc, toi, comment te vient l'idée de faire ta alia à l'époque? Écoute, moi, j'ai fait mon alia en 1992, juste après mon bac. Et c'était une décision qui était réfléchie depuis mes 16 ans, c'est-à-dire ça faisait 2 ans que j'y pensais sérieusement. J'étais motivé essentiellement par une idéologie sioniste, par le fait que je me voyais réaliser ma vie en Israël. Tu fréquentais un mouvement de jeunesse à l'époque? Ouais, mais un peu en dilettante, Ouais, quelques mouvements de jeunesse, quelques groupes juifs, mais j'étais pas spécialement... J'ai fait ma terminale dans une école juive, mais j'étais vraiment bien intégré en France, on va dire ça comme ça. D'accord. Et donc, la décision, c'était quand même un truc construit. Il y avait quelque chose en toi qui avait envie de tenter ça. Ouais, bien sûr. C'était quelque chose de réfléchi. Je te disais depuis l'âge de 16 ans. Comment la famille réfléchissait avec toi? La famille, ils ne me prenaient pas au sérieux. Jusqu'à ce que je parte, ils étaient pas... Des fois, on a un projet très clair dans sa tête. Tu te dis, ça va lui passer, il va grandir. À cet âge-là, on a plein de projets, plein d'idées, puis on ne réalise pas tout. Et puis, c'est seulement une fois que j'ai eu le bac et que je leur ai dit que je partais, que vraiment, ils ont pris conscience que c'était sérieux. Donc c'était un peu une surprise, on va dire, entre guillemets, mais ils étaient, à la fin, ils ont été assez sympas, mes parents. Ils m'ont laissé partir, ils m'ont aidé sur place. Il n'y a pas eu de guerre. Il y a eu un petit chantage affectif au début, comme ils font tous, mais je veux dire, c'est bien passé par rapport à d'autres. D'accord. Moi aussi, j'ai fait mon chantage affectif, c'est dans les deux sens. Ouais, c'est comme ça. Ouais, exactement. Non, à la fin, ils ont été très cool. Ils m'ont laissé partir, ils m'ont soutenu. Ils m'ont même signé les papiers parce que je suis fils unique pour l'armée après. Ils ont été très sympas. Bah, reviens, on va te suivre un peu dans ton parcours. Donc, tu fais ta alia et dans quel cadre tu fais? Alors, j'ai fait mon alia dans le cadre d'un programme d'intégration avec Ulpan, au kibbutz, avec volontariat. Et puis après, l'armée pendant 1 an. Dans le cadre d'une unité qui s'appelle Golani, une unité de l'armée de terre. Okay. Et puis après, dans le programme, il y avait une petite shlichut, une petite mission à Paris de 8 mois pour le département d'éducation de l'agence juive. C'était un complément à l'armée. C'est pas dur de revenir à Paris aussitôt alors qu'on a fait sa alia depuis pas très longtemps quand même. C'est dur, mais d'un autre côté, c'est sympa aussi parce qu'on partage son expérience, même si pour moi, c'était très intensif l'armée, c'était quelque chose de très nouveau. Donc venir juste après l'armée à Paris et puis être avec des jeunes, travailler dans le cadre de l'agence juive, c'était assez intéressant. Et puis bon, ça a duré que 8 mois, donc ça faisait partie du contrat, c'était ça ou 8 mois d'armée en plus. D'accord. Donc c'était une bonne expérience. Donc tu viens, tu vas discuter avec des jeunes, tu essaies de les convaincre, de leur dire mais écoutez, moi je l'ai fait quand même, c'est pas... Ouais, c'était pas vraiment essayer de les convaincre, c'était plus travailler dans le cadre de mouvements de jeunesse, travailler dans le cadre de mouvements étudiants, et puis essayer de monter des projets de rapprochement avec Israël. Voilà. On nous dit toujours que même quand on a vécu 1 an ou 2 ans en Israël, on a l'impression d'avoir grandi d'un coup. C'était aussi ton cas quand tu parlais à des gens de ton âge ou... Ouais, bien sûr, parce qu'évidemment, c'était tu quittes la maison pendant 2 ans et demi, tu fais l'armée alors que t'étais pas spécialement conditionné à ça. Tu vis des choses qui sont assez extrêmes par rapport aux jeunes qui ont continué là-bas après le bac, qui sont en 2e année ou 3e année à la fac. C'est assez monotone, tout le monde sait plus ou moins quel est leur quotidien. Toi, tu viens avec quelque chose d'un peu nouveau. C'est sûr que à cette époque-là,
J'étais quelqu'un d'intéressant, on va dire, pour les jeunes de mon âge. D'un autre côté, tu n'avais pas l'impression que tu étais en train de prendre du retard. En France, il y a toujours cette histoire de retard. Il y en a qui sont déjà en 2e, 3e année, ils vont finir peut-être une licence et tout. T'es quand même un peu... Alors justement, moi, personnellement, ça me dérangeait pas. J'ai jamais été dans la course aux études. Et puis ici, en Israël, la mentalité, on t'apprend tout de suite que pour s'intégrer, il faut prendre le temps, apprendre la langue, très important de bien parler l'hébreu, faire son service militaire, parce que c'est une chose qui est très importante pour l'intégration de manière générale, mais de l'intégration dans la société israélienne. Donc, c'est des étapes qui sont quasiment obligatoires si on veut pas se planter dans son intégration en Israël. Donc non, c'était pas une perte de temps. Au contraire, essayer d'expliquer ça, par contre, aux jeunes de l'autre côté, et quand je venais pour leur expliquer, c'est sûr que eux, ils sont préconditionnés. Tu finis ton bac au plus vite, tu choisis quelque chose, tu fais des études dans quel que soit le domaine, même si c'est pas bon pour toi, et tu te rendras compte 2-3 ans après que tu as fait n'importe quoi et que tu dois tout recommencer. Ce qui est important, c'est de suivre le préconditionnement et de vite aller faire tes études. On a l'impression qu'on n'a pas le droit de laisser un blanc. Même dans le CV, il y aura un blanc. Exactement. Il faut que je remplisse, que je montre que j'avais toujours une but. Combien de jeunes ont fait 3 années de première année de médecine ou 2 années loupées de droit et au final... c'est-à-dire au bout d'un moment, à 25, 28 ans, on se retrouve tous quelque part. Ce que je vois, et d'ailleurs, c'est pas que spécifique à la France, il y a beaucoup de pays où l'État et on va dire la société n'est pas organisée pour aider les jeunes qui sont en fin d'année, en fin de bac, à choisir une profession qui leur convient réellement. Les gens savent pas trop, ils choisissent en fonction d'un oui-dire, ils ont jamais mis les pieds dans une entreprise, ils ont une vision un peu tronquée de ce qu'est le monde du travail, et ils doivent choisir un avenir professionnel. C'est dommage, parce que c'est beaucoup perdre leur temps. Ils sont très jeunes quand même. Ils sont très pas jeunes, beaucoup de notions. Ici, le fait qu'on ait ces 3 années d'armée, plus généralement une gap year après une année où on va un petit peu s'aérer, les gens vont mûrir, ils vont avoir une autre appréhension de la vie, des enjeux de la vie, et puis ils vont avoir le temps de bien réfléchir à ce qu'ils veulent faire plus tard. Le fait que les études soient payantes, on ne veut pas non plus s'engager très vite dans les études et payer de sa poche pour quelque chose qui n'est pas vraiment une vocation. Ça permet effectivement aux jeunes d'être plus matures et de choisir vraiment un parcours de vie. C'est sûr qu'il y a une maturité qui est tout à fait autre. Donc tu finis tes 8 mois de shlichut et là il faut repartir et avoir maintenant un plan, un projet. Ouais, alors je suis reparti, j'avais déjà réfléchi à ce que je voulais faire, j'ai fait des études, la vérité, de comptabilité et de gestion, voilà, au Machon Lev, qui est un institut ici académique à Jérusalem. Oui, je pense qu'on n'a plus besoin de le présenter, il s'est fait connaître quand même. Voilà, j'ai fait après ça, j'ai fait un MBA par correspondance, c'est-à-dire que je vivais en Israël, j'allais passer mes examens en France. Okay. Et puis en parallèle à ça, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'high-tech. C'était le début de la bulle de la high-tech. J'ai monté une première start-up. J'ai pris des fonds du gouvernement, des fonds d'investisseurs privés. J'ai travaillé comme ça pendant 2-3 ans. C'était une start-up qui parlait de quoi? C'était l'idée. Alors je t'explique, c'était exactement le concept de Waze aujourd'hui. C'est-à-dire que dommage. Ouais, dommage. Ouais. On n'est pas passé loin. Non, le problème c'est que c'était en 2000. C'est un peu prématuré. Alors c'est ça, time to market, c'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas encore des smartphones aussi évolués qu'aujourd'hui. Donc je me promenais avec des piliers et des pads cellulaires qui étaient raccrochés avec un fil à un téléphone cellulaire. Et je leur disais, voilà, bientôt il y aura des téléphones qui seront intelligents et on pourra faire arriver des cartes qui ne seront pas des images, mais des cartes interactives sur lesquelles on pourra positionner. Et j'avais des prototypes qui marchaient. J'avais été chercher des téléphones au Japon pour leur montrer plus ou moins ce qui arriverait bientôt dans le marché. Et donc, on a été suivi par des premiers investisseurs pour un montant assez élevé. Mais le deuxième tour d'investissement est tombé pile en 2001, au moment où c'était vraiment la chute de la boîte à high-tech. Et vraiment, les investisseurs étaient très frileux, donc on n'a pas fait de deuxième tour. Mais c'était très, très enrichissant parce que j'ai découvert ce monde de l'investissement dans la high-tech, ce monde des startups. C'était quand même tôt dans ta carrière. Tu venais, je venais de finir mes études. À peine tes études. On a l'impression que tu vas faire comptable dans un cabinet, puis là, startup. Voilà, c'est dans ton caractère comme ça, tu as envie de foncer. Écoute, je voulais pas faire des choses peut-être trop conventionnelles. Je sais pas. Je me suis un petit peu. J'ai eu quelques opportunités, je les ai saisies. Voilà. D'accord. Alors tu te retrouves juste après cette affaire-là. Je suppose, avec plein de tovanotes, avec plein de choses dans la tête. J'aurais dû peut-être ça, mais tiens, on recommencera peut-être une autre fois. J'ai fait pas mal d'erreurs. C'est-à-dire que j'ai eu des propositions de rachat de plein de sociétés. Et comme on était très jeunes, on pensait qu'on valait plus. On a été un peu trop au bras de fer. On a perdu. D'un autre côté, le jour où tu inventes Waze et que tu l'as revendu dès le début, tu peux pleurer quand tu vois les mecs faire des milliards derrière. Non, mais j'ai eu 3 propositions de rachat, dont une qui était une bonne offre. Et on était trop sûrs de nous et on n'a pas voulu. On voulait vendre notre peau plus cher.
cher. Et au final, après, on n'a pas fait de deuxième tour d'investissement et c'est tombé, quoi. D'accord. Alors, Ouais. qu'est-ce que t'es ressorti avec quoi de tout ça? Avec quoi dans la tête? Des rêves, des Non, alors, je envies, veux des dire, regrets? je suis ressorti de tout ça avec l'idée qu'on pouvait faire des choses grandes. C'est-à-dire que je me suis dit, je ne suis pas obligé de suivre la Le meute. mainstream un peu. Ouais, on peut essayer de rêver un peu plus, essayer d'avoir un peu plus. C'est vrai que quand je suis arrivé devant des investisseurs, j'avais quoi? J'avais même pas 25 ans, ouais, c'est ça, j'avais 24 ans, j'étais en train de faire mon tour chez Ni. J'avais aucune expérience dans le monde du travail. J'ai demandé $1 million, tu vois. Moi, je savais même pas ce que c'était $1 million. Enfin, pour moi, c'était un chiffre sur un bout de papier, quoi, tu vois. J'avais fait un business plan, passé des nuits à le faire avec des Excel et des chiffres qu'on multiplie, tu vois, qui veulent rien dire, qui sont vraiment, enfin, ça veut dire des choses, mais c'est très abstrait. Et puis, au final, ils me l'ont donné, quoi, tu vois, ce $1 million pour commencer. J'avais à peu près une dizaine d'employés. Enfin, c'était pour un petit jeune qui commence. Alors, je sais pas si c'est si bien de faire ça si jeune, mais en tout cas, c'était une bonne expérience. Voilà. Ok, alors qu'est-ce que tu as fait juste après? Alors après, c'était compliqué parce que Il faut se après, remettre. Tu avais perdu de l'argent, même personnel, dedans? pas Non. personnel, j'ai perdu l'argent des investisseurs Donc, il fallait leur échapper. et j'ai perdu de l'argent de fonds aussi, Ouais. de fonds qui appartiennent à l'État, les fonds du Manan Arashi qui investissent dans les startups, mais ils savent quand ils investissent qu'ils vont avoir 10 startups une startup sur 10 qui va réussir, 9 qui vont se planter. C'est prévu dans leur compte. C'est aussi ça, Israël, on prend des risques, mais ils sont calculés les risques, mais on est prêt à perdre pour gagner plus. Ça, c'est une mentalité de manière générale dans le pays. Et c'est l'État qui est prêt à perdre pour gagner plus. Si vous regardez la France aujourd'hui, ils sont pas prêts à investir ce qui serait investi dans l'innovation parce qu'ils ont trop peur de perdre. Ok, donc tu te retrouves Donc je me retrouve à ce moment-là où effectivement c'était compliqué de rebondir sur mes pattes, mais j'ai eu l'opportunité d'intégrer une société israélienne qui travaillait dans l'aéronautique, essentiellement sur le territoire africain. Et donc, j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là, à représenter la société sur des pays africains francophones. Ça pendant un an et demi, mais je vivais en Israël et j'essayais de développer le marché depuis Israël avec quelques petits voyages. C'était une première expérience sur l'Afrique, j'ai beaucoup aimé. Mais à partir de ce moment-là, j'ai travaillé à peu près 1 an et demi dans cette société. Et après, mais j'étais quand même assez j'avais beaucoup d'idéologie. Je voulais être uniquement dans le monde du travail, juste pour faire de l'argent. C'est quelque chose qui me posait un peu problème. Je voulais revenir un petit peu à ce que j'avais fait à l'agence juive. Et donc, j'ai postulé pour être Shaelia Khalia de l'agence juive. Okay. Tout le sujet de l'Alia, c'était un sujet qui me passionnait à cette époque-là, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et donc, j'ai passé une sélection pour être Shaelia Khalia à Paris, pour être représentant de l'Alia de France. Et j'ai été sélectionné avec 2 autres personnes et on nous envoyait à Paris. Donc là, c'est une relocation avec ma femme, mes enfants à Paris pendant 3 ans. Et te voilà donc revenu à Paris après cette expérience. Donc tu as presque échappé à l'Afrique parce que quand on commence 1 an et demi avec tes voyages... Ouais, j'ai pas échappé parce qu'après je suis retourné après. Mais avant, on va y arriver. Bah, en tout cas, à l'époque, tu étais sur le fil et tu pars à Paris. Et là, c'est une expérience, encore une fois, qui te rappelle un peu ce que tu avais fait au niveau de l'éducation, mais là, c'est plus de l'éducation, tu vas avoir un rôle... Ouais, là, on était à une époque où il y avait à peu près 2500-3000 Olim par an qui venaient. L'agence juive avait d'autres moyens que ce qu'elle a aujourd'hui, ou plutôt elle avait les mêmes moyens, mais beaucoup moins de demandes d'Alia. Et déjà, à l'époque, on avait ciblé le fait qu'un des premiers freins à l'Alia, c'est la Parnassa, l'intégration professionnelle. Et donc, moi, on m'a donné le job d'être le chaliar en charge de l'intégration professionnelle, mais je m'occupais essentiellement de familles, de gens qui sont des actifs, pas des très jeunes, on va dire, des gens qui ont au minimum quelques années d'expérience sur le marché de l'emploi, jusqu'à des familles avec des enfants. Et le but, c'était donc évidemment de les accompagner au niveau de leur projet d'ALIA, projet familial, mais aussi de les aider au niveau de leur intégration professionnelle dans le cadre de leur préparation avant le départ. Alors, on va y revenir tout de suite dans la deuxième partie de Plein l'ado. On va faire une petite coupure. C'est le principe de l'émission. Il y a 3 coupures. On sépare en 4 quarts d'heure cette émission. Et maintenant qu'on a fait connaissance avec toi, on va pouvoir plonger de plein pied dans les histoires de Alia, de familles qui se préparent à l'Alia. Comment on fait, comment se retrouvent les enfants dans ce truc-là. Tout de suite dans la deuxième partie de Plein l'ado. À tout de suite.
Plein l'ado aujourd'hui avec Yossi Abravanel qui nous racontait que au tout début, après le démarrage de sa vie professionnelle, etc., il prend la décision d'aller être shaliach à l'agence juive et là-bas, on va lui confier tout ce qui est ta'asuka, tout ce qui est emploi. Alors, Yossi, comment c'est quand même un gros dossier de prendre un olé qui travaille, quelle que soit sa branche en France, et d'avoir la prétention de dire on va le faire passer. Alors, il y a des professions sur lesquelles on imagine qu'on va rencontrer moins de difficultés, puis il y en a d'autres qui dépendent de la langue, j'en sais rien, des commerciaux. Bon, raconte-nous un peu comment on prépare un olé à la vie professionnelle en Israël. Bon, alors d'abord, c'est vrai que c'est un sujet très vaste. Moi, j'étais pas seul à Paris, on était toute une équipe. Et le sujet de l'emploi, c'était une stratégie d'équipe là-bas sur place. On avait un directeur du département LIA qui était un ancien psychologue Irgouni, qui connaissait très bien le marché des entreprises. Et on a mis en point toute une stratégie. On s'est doté de plusieurs kelim qui n'existaient pas avant qu'on arrive pour justement pouvoir aider les candidats à la LIA dans le domaine de la préparation à l'entrée sur la vie professionnelle. Quels étaient ces outils là? Alors regarde, il y a plein d'outils. D'abord, effectivement, tu as parlé de la langue. La langue, c'est une des barrières majeures à l'intégration professionnelle, pas que à l'intégration générale, à l'intégration professionnelle. Malheureusement, les Français, ils sont pas bons en langue. C'est pas que l'hébreu qui est problématique, c'est l'anglais. Ils n'ont pas, pour la majorité d'entre eux, un bon niveau d'anglais. Et aujourd'hui, quel que soit le domaine dans lequel on veut travailler, même dans les métiers manuels, il faut un minimum de maîtrise de la langue pour pouvoir travailler. Donc, ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a mis en place des ulpanes professionnels à Paris. Donc, dans le cadre qui était généralement dans le cadre de programmes d'intégration professionnelle. C'est-à-dire qu'on avait des programmes pour différentes professions. Par exemple, pour les professions libérales, on avait ouvert une école du barreau israélien à Paris. Tu vois, c'était une première, c'était jamais fait. On a été voir la bâtonnière du barreau de Jérusalem, on lui a proposé le projet, elle a trouvé ça audacieux, surtout pour des avocats, des juristes dont le métier c'est la langue. Passer les 8 examens d'équivalence à Paris avant la Alia et s'engager avec eux à leur trouver un stage dès qu'ils arrivent ici, c'était raccourcir de 2 ans et demi le process d'intégration d'un juriste ou d'un avocat. Donc on a mis en place des ulpanes juridiques à Paris. Les gens allaient, il y en a qui parlaient déjà un petit peu l'hébreu, il y en a qui parlaient pas du tout l'hébreu, qui ont commencé de zéro. Ils faisaient entre 6 mois et 1 an d'ulpan intensif. C'est non seulement raccourcir le temps qui devrait passer par l'intégration, mais aussi donner l'impression que quelqu'un les prenait un peu en main. Ouais, non, et il y avait vraiment, dans ce programme-là, on s'est dit au début, on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Par quoi on peut commencer? On a dit, venez, on commence par un truc de fou. Un truc complètement que personne pourrait croire que ça puisse exister. On prend le métier où il y a le plus besoin de la langue et on forme les gens ici sur place et on leur promet de l'autre côté un boulot dès qu'ils arrivent. Le lendemain où ils arrivent, ils commencent leur stage. Quand on avait débattu de ça avec l'équipe juive, tout le monde avait dit ouais bon les mecs c'est un peu too much. Venez on commence. On avait dit il y a deux manières de voir les choses. Soit on commence par un truc conventionnel, mais bon en termes de buzz on va pas faire le buzz. Soit on prend un projet fou, on le lance, on voit ce que ça donne et on trouve des gens assez fous pour participer au projet. Et si ça marche en termes de communication c'est super et on prouve que qui peut le plus. Après ça sera encore plus simple pour les autres. Et donc dans ce projet là on a réussi à trouver un juge israélien qui a cru au projet, qui s'appelle le juge Yoel Tzur, qui est un juge lui-même, Olé Hadash, mais qui est en Israël depuis très très longtemps, qui vient d'Argentine à la base, qui parle un français assez correct, un juge du Bet Mishpat Shalom, un juge assez important en Israël, qui est devenu partenaire du programme, et il venait former... alors les gens faisaient l'ulpan juridique à Paris 2-3 fois par semaine, par des anciens avocats israéliens qui étaient revenus vivre en France, et même eux, on les a un petit peu remotivés pour partir après grâce à ce projet. Et le juge venait 3 à 4 fois par an faire des formations intensives de 2 semaines. Et ensuite, il passait les examens. On a fait ça pendant 3 ans. C'est une grosse réussite, ça. C'est une grosse réussite. Faire venir un juge d'Israël. Ah ouais, c'était hyper secret parce qu'on a eu une autorisation du Misrad HaMishpatim, du ministère de la Justice, mais à condition que l'identité du juge ne soit pas révélée. Enfin, c'était un truc vraiment... et on a eu toutes sortes d'avocats et de juristes qui sont venus à cette formation. On a dû avoir peut-être 1000 personnes intéressées. Et au final, on a eu en tout sur 3 ans 200 personnes qui ont passé les examens avec une personne sur les 200 qui a échoué. Donc c'était une super réussite, notamment l'examen d'hébreu juridique qui a l'air d'être le plus dur parce qu'il faut maîtriser vraiment l'hébreu. Et puis tous les autres examens en hébreu, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pour des gens. Alors la majorité avait un niveau, tu sais, le niveau de la préparation pour la bar mitzvah, c'est-à-dire qu'ils savent lire l'hébreu mais pas plus. Il y avait même des gens qui connaissaient pas du tout l'hébreu. Après ils ont beaucoup investi. Il y avait une très bonne. La vérité c'est que il y a beaucoup d'aspects qui font que c'était un succès. À mon avis, l'aspect principal c'est qu'il y avait une bonne ambiance.
Et ça, ça paraît comme ça quelque chose de pas important, mais c'est le plus important. Les gens venaient parce qu'il y avait une bonne ambiance. Au début, tout le monde venait pour voir un peu c'est quoi cette histoire-là. Comment nous, on est avocats en France, on parle pas l'hébreu, comment on va être demain avocat en Israël. Puis au fur et à mesure, quand les gens commençaient à voir qu'ils avançaient au niveau de l'hébreu juridique, qu'ils ont passé les premiers examens, que la bâtonnière est venue à Paris, que des gens importants du barreau venaient et leur disaient que c'est possible. On a même une juge française qui a participé au programme. Malheureusement, elle a pas continué. Mais sur les 200 avocats qui ont passé les examens, on a un bon 70% qui a fait son alia. Ouais, c'est quand même impressionnant. Ouais. Et les autres, moi je suis encore en contact avec une partie des autres qui me disent qu'ils veulent faire leur alia, qui ont fait des démarches auprès du barreau pour que leurs examens soient encore validés. Enfin, voilà, donc ça c'était un projet qui était un projet phare à l'époque de l'agence juive qu'on a lancé. Et puis à côté, il y avait d'autres projets pour les professions libérales qui devaient passer des équivalences, dentistes, pharmaciens, etc. On a pensé aussi aux gens qui n'avaient pas forcément une formation professionnelle. On a fait les examens pour être métavers, pour être agent immobilier en France, à Paris aussi. Pareil, alors les gens ne parlaient pas l'hébreu, là on n'a pas le temps de leur faire un ulpan trop avancé. Donc on s'est débrouillé, ils ont passé l'examen en hébreu sans trop maîtriser l'hébreu. Ils l'ont tous validé quasiment aussi. C'est le genre de miracle comme ça qui fait que le truc, à la fin, il fait du buzz. Mais ça a bien marché. Et puis même si tous ces gens-là n'ont pas travaillé en tant qu'agent immobilier, ils sont partis avec quelque chose dans la main. Il y avait des séances de préparation au niveau de tout ce qui est domaine de l'emploi en Israël. C'est-à-dire comment trouver un travail en Israël. En France, à l'époque, alors maintenant ça a un petit peu évolué, mais à l'époque, le mode de recherche de travail était très conventionnel. Alors on faisait un CV qui était sur une page avec expérience professionnelle, expérience au niveau des études et éventuellement hobby à la fin, des choses qui n'ont aucun intérêt en Israël dans les CV. Et on targetait, on envoyait ça au DRH de la société et on espérait, on attendait une réponse passivement à la maison. Alors nous, on expliquait aux gens qu'en Israël, on est sur un mode très différent au niveau de la recherche de l'emploi. Très proactif. Voilà, très proactif, dans lequel il faut se créer un réseau de contacts, très anglophone, on va dire. Il faut... alors, en France, il y a aussi l'aspect je suis demandeur d'emploi. Il y a quelque chose d'honteux dont je le dis pas. Je le dis en minimum de personnes. Seulement ceux qui peuvent vraiment, des DRH et autres sont au courant. Mais dans mon entourage, tout va bien. Je suis pas à la recherche d'un emploi. En Israël, c'est l'inverse. Tu dois le dire à tout le monde. Tu le dis à tous ceux qui peuvent t'aider. Tu le cries pas sur tous les toits, mais tu te sers de ça comme un moteur pour trouver un travail. Et tu vas développer un réseau de contacts. Et prenez vraiment comment développer un réseau de contacts. Prenez les 2 contacts que vous avez, développez-les en direct. J'essaie de comprendre l'approche que tu avais à l'époque. Et c'est important parce que même si c'est une émission ici pour les ados, on sait très bien qu'une famille où le père, la mère ne vont pas trouver d'emploi en Israël, leur alia est déjà compromise à la base. Donc, si je comprends bien, toi, un peu ton motto, c'était plus ils peuvent avancer de choses à Paris, plus ils peuvent gagner de la confiance aussi à Paris, moins on va avoir de problèmes ensuite une fois qu'ils arrivent en Israël. Parce que se retrouver devant les mêmes problèmes alors que tu as fait déjà ta alia, soudain on a l'impression que c'est un mur. Évidemment, ça c'est la base du projet, on va dire. C'est-à-dire que moi, ce que je disais aux gens là-bas, en gros, pour schématiser, c'est vrai que je le disais pas comme ça, mais ce que je disais, c'est que la alia, c'est un processus. La préparation, il ne faut pas dire dans le cadre de la préparation, un jour je partirai en Israël, il faut donner d'abord une date, d'accord, fixer une date, ça peut être dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, mais à partir du moment où on a fixé cette date, tout le temps qui reste entre maintenant et cette date-là, ça va être un temps de préparation du projet d'Alia, et sur lequel il va falloir, pour pouvoir le concrétiser, il va falloir mettre des milestones, c'est-à-dire il va falloir mettre des étapes. Par exemple, s'il me reste 1 an, eh ben, j'ai des étapes au cours de cette année que je dois valider dans le cadre de ma préparation. Une des étapes, ça peut être faire un ulpan à Paris. Une autre de mes étapes, ça peut être commencer à regarder le marché de l'emploi en Israël, commencer à targeter des employeurs potentiels, faire un voyage d'études. Il y a énormément d'étapes. Et une des étapes primordiales dans le cadre de la préparation, c'est de proposer le projet à toute la famille. C'est-à-dire que si maintenant on parle des jeunes et des ados, la alia pour une famille, c'est un projet familial. C'est pas le projet, c'est pas le rêve du papa ou de la maman ou des parents. Alors, c'est un des gros problèmes qu'on rencontre nous en alia. Moi, j'ai travaillé dans des programmes qui préparaient les enfants. Effectivement, tu t'aperçois qu'en France, on prévoit le temps où on va discuter avec les enfants, c'est très tard dans le processus. C'est-à-dire, on a pris contact avec l'agent juif, on allait au rendez-vous et tout. On dit, on parlera aux enfants le plus tard possible. Alors qu'on voit bien que les enfants ont besoin qu'on leur parle le plus tôt possible, de rentrer aussi dans cet esprit. Moi, quand j'étais chalier à Khalia, je recevais les familles, j'exigeais avoir les enfants, même les petits-enfants. C'est-à-dire que s'ils venaient me voir et il manquait un enfant, je leur disais, vous revenez. Je ne valide pas votre dossier tant que je n'ai pas vu toute la famille. Et une des choses qui est très, très importante, c'est qu'il faut que les enfants fassent partie du projet. Ça veut dire quoi, fassent partie du projet? C'est-à-dire qu'effectivement, si maintenant, comme tu as dit, on met au courant les enfants, alors déjà, on part avec un handicap énorme. On ne met pas au courant les enfants. Les enfants, ils doivent être décideurs dans le cadre du projet avec les parents. Alors bien sûr,
Bien sûr, ça dépend beaucoup des parents et de comment on leur a vendu l'idée de la Alia. Mais si l'enfant, on lui a pas demandé son avis, Parce que c'est pas tellement la mentalité française. La mentalité française, c'est tu suis tes parents. On va décider, c'est notre rêve, c'est notre projet, et tu vas venir. Voilà. Moi, je me rappelle de parents avec qui j'avais discuté qui m'avaient dit, je crois vers le mois de mai, il a un bac français, donc on lui a pas encore dit. Mais tu devenais fou. Les types voulaient monter en août. T'es en mai, tu dis mais. Alors pour les grands enfants comme ça, alors ça c'est encore pire, parce qu'on joue la roulette russe en fait. Il y en a pour qui ça va bien se passer parce que ça fait partie de leurs valeurs. Ils étaient dans des écoles juives et peut-être qu'ils y pensaient déjà. Donc ils peuvent passer sur le fait qu'ils ne faisaient pas partie du projet et ça peut se passer éventuellement bien. Mais par contre, puisqu'on parle quand même d'une population qui est relativement à l'âge de la puberté, à l'âge où les ados sont en révolte avec leurs parents et où ils s'affirment en étant contre l'opinion des parents, là on prend un risque énorme parce qu'ils peuvent arriver à contre-cœur et là leur alia ou leur intégration peut être complètement loupée. Après on a le genre de dérive qu'on voit dans certaines villes d'Israël où il y a des enfants qui sont complètement déscolarisés, qui sont pas du tout, qui sont plus du tout dans le cadre du projet, quoi. Donc évidemment, la préparation des enfants, et la préparation des enfants, ça veut dire aussi un ulpan pour les enfants, ça veut dire aussi les amener dans le voyage d'études, ça veut dire aussi leur parler tout au long. C'est pas dans l'année spécifiquement de l'aléa, ça peut être même avant. Si vous avez, en tout cas, ce que je peux donner moi comme conseil, c'est que si vous avez déjà un projet d'alia, même s'il est lointain, il faut commencer à en parler aux enfants. Il faut leur vendre le projet comme quelque chose de positif pour eux et quelque chose où ils ont leur mot à dire. Voilà, c'est ça le... Oui, parce que rappelons encore plus pour un ado, il y a aussi le petit monde, le petit jardin secret auquel on n'a pas accès. Il a peut-être une copine, on n'est pas au courant. En quelque part, vous avez l'ALIA peut lui effacer un peu tous ses repères, toutes les choses sur lesquelles il s'appuyait pour grandir et pour se construire. Et toi, tu arrives, tu lui balances ça comme si, ah, regarde la bonne nouvelle, on part en Israël. Puis il y a des enfants pour qui c'est pas une bonne nouvelle, quoi. C'est un peu le monde qui est renversé. Ah ouais, c'est évident, c'est évident. Non, c'est pour ça que l'idée de la surprise, c'est une très mauvaise idée. Hein. La surprise, c'est le pire des trucs. On a même entendu des cas de parents qui arrivent en Israël et qui disent « Tiens, on fait notre changement de statut ici, on ne retourne plus. » On ne retourne plus. C'est de l'irresponsabilité totale, quoi. Bah oui, parfois, les parents sont ceux qui connaissent le moins leurs enfants en plus. C'est ça le malheur, malheureusement. Tout ce que tu as dit, le jardin secret, le fait qu'ils ont une vie à côté, en dehors de la famille, ça, c'est un point sur lequel... C'est un point primordial. Il y a un truc qui est sûr, c'est que si tu amènes le problème dans ta valise, et c'est pareil, on disait ça, je me rappelle d'un temps, des couples qui arrivaient, qui disaient j'ai des problèmes avec ma femme ces derniers temps, mais Bezrat Hashem avec la Alia. Ouais, mais Shane Makom et Shane Mazal. Ça, enfin, je peux te le dire, c'est pas que pour les enfants, c'est dans tout. Tu vois, par exemple, le type qui venait me voir, moi, qui avait un profil... entre guillemets, on va dire de non-réussite en France. C'était la loose. Pas de boulot, des problèmes familiaux, des problèmes sociaux, des problèmes à tous les niveaux. Il venait me voir, il me disait « Je pars parce que tout va mal, mais là-bas, Bezrat Hashem, Meshane Makom, tout ira bien. » Ça, c'était pour moi l'archétype du mec qui allait se planter en Israël. Parce que, évidemment, qui va dans le mur, évidemment. Tous les problèmes que tu as là-bas, tu vas les amener ici. Et ça va être encore pire parce qu'il y a d'autres problèmes qui vont arriver avec l'intégration. Donc, bien évidemment, l'ALIA, c'est pas une fuite, c'est pas une solution à ce niveau-là, ça c'est sûr. D'autant plus que pour une ALIA qui louperait, qui échouerait et dont tu es obligé de repartir quelque part en France, on ne raconte pas souvent la suite. C'est-à-dire une famille qui retourne en France, qui doit maintenant dire on est en échec, on a loupé. Ben, c'est un truc qu'il va falloir porter toute sa vie. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des enfants qui étaient revenus. Et ils n'arrivaient plus, ils avaient connu l'école israélienne, beaucoup plus libre, une mentalité, on sort, et puis il fallait revenir dans un cadre qui n'allait plus, qui était plus comme revenir en des habits qui étaient maintenant trop petits. Et... Non, ça c'est vrai. Bon, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens, on avait plus de 15% des demandes d'ALIA, de gens qui sont des gens qui avaient effectivement eu un échec, qui étaient repartis en France et qui voulaient revenir après en Israël. C'est-à-dire que même s'il y a eu un échec, on voit beaucoup de gens qui reviennent après en Israël pour une deuxième ALIA. C'est peut-être pas très connu ça, mais il y a énormément. Alors c'est soit les familles qui reviennent, soit, et le plus souvent c'est le cas, soit c'est les enfants. Et c'est ce qu'on appelle des Ezrachim Olim. C'est-à-dire qu'ils ont un statut spécial, c'est qu'ils sont déjà citoyens israéliens, mais on leur donne un statut d'olé parce qu'ils ont quitté Israël avant l'âge de 14 ans. Et ils reviennent en Israël. Il y en a énormément. Effectivement, ce serait important de parler de ça. On va en reparler tout de suite dans la troisième partie de l'émission. Mais effectivement, autant on met souvent l'accent sur oui, il y a des gens qui reviennent, mais ce phénomène-là de j'ai goûté à Israël, j'ai envie d'y retourner, ça m'a marqué à vie, on en parle beaucoup moins. On va en parler aussi avec toi et de plein d'autres choses dans la troisième partie de Plein d'ados tout de suite.
Alors Yossi, on va continuer un peu notre conversation. Donc tu es à l'agent juif, tu montes des projets à l'époque à Paris pour essayer de faciliter l'approche du marché du travail israélien pour les futurs Olim. Quels sont un peu, on va se mettre un peu en marge de ton travail de tous les jours là-bas. Quelles étaient tes impressions quand tu reviens après quelques années en Israël, en France, et que tu vois ces personnes-là qui veulent faire leur alia? Tu avais l'impression de revoir, c'était quelque chose de connu, ou tu avais l'impression qu'il y avait eu des changements? Je veux parler aussi un peu de l'idéologie. Est-ce qu'au niveau de la motivation pour la alia, il y avait des choses qui avaient commencé à évoluer à cause de la pression de la société, à cause de pas mal de facteurs, où tu avais l'impression que c'était des gens que tu connaissais, qui avaient un peu le profil de tes parents, de tes oncles, des profils qui étaient un peu connus, où tu voyais déjà des changements? Parce que c'est un sujet qui revient aujourd'hui. De plus en plus, on a l'impression qu'il y a une alia moins idéologique qui arrive aujourd'hui. Est-ce que c'était déjà un peu le cas? On commençait à sentir? Alors moi, ce que je voyais par rapport à avant, c'est qu'avant, on faisait soit les alias très jeunes, soit très vieux. Il y avait très peu de familles qui partaient, très peu de gens qui étaient, on va dire, dans l'âge actif avec des enfants en bas âge. Ce profil-là, c'était assez nouveau à cette époque-là et on en avait de plus en plus. C'est-à-dire que et ces gens-là, ils partaient essentiellement par idéologie parce que c'était des gens qui étaient installés en France, qui avaient une routine, dont les enfants étaient scolarisés. Pour la majorité d'entre eux, c'est des gens qui avaient un travail. Et donc, ce qu'il y avait d'assez nouveau, c'est que ces gens-là venaient vraiment de manière idéologique et se disaient, c'est possible de le faire à cet âge-là aussi. Et ça, c'était quelque chose de nouveau. À cette époque-là, on était avant les grandes vagues d'attentats en France. Il y avait de l'antisémitisme, bien sûr, il y a toujours eu de l'antisémitisme, mais c'était pas le facteur principal dans la démarche d'Alia. Le facteur principal dans la démarche d'Alia, c'était un facteur identitaire, idéologique. Les gens venaient pour pouvoir pratiquer mieux leur judaïsme, pour pouvoir se réaliser en Israël. Et c'est pour ça que, quelque part, ça nous a boosté à nous, à l'agent juif, parce qu'on se disait, si eux, ils y croient, nous aussi, on est obligé maintenant de mettre en place des programmes pour les aider à réaliser et trouver du travail et s'intégrer. Et l'Alia des familles, c'était quelque chose de, je vais pas dire de nouveau, mais dans l'ampleur était plus importante que dans les années précédentes. Quand tu es chaliar à Paris, tu es chaliar au bureau seulement ou tu es chaliar même à l'extérieur, 24 heures sur 24? Non, tu as des activités au bureau où tu reçois les familles, puis tu as des activités en dehors. Le soir, tu vas dans les communautés, tu vas dans les écoles, tu vas rencontrer les gens au café en tête-à-tête. Il y a des shabbats pleins qui sont organisés, il y a des différents programmes d'Alia qui viennent à Paris, les référents israéliens viennent à Paris, tu leur fais rencontrer des candidats, tu as des salons, tu as du à l'extérieur, à l'intérieur, c'est du 24 heures sur 24. Pas l'impression qu'il y a une vie qui se passe un peu en Israël. Qu'est-ce qui se passe quand tu es chaliar et qu'il y a un événement qui se passe en Israël, quelque chose de grave, une guerre, un attentat, etc. Ouais, tout le monde t'appelle, les mecs qui t'appellent tous, parce que tu représentes pour eux un peu, tu as un lien avec Israël privilégié, donc, mais t'en sais pas plus qu'eux, parce que toi t'es en France aussi, tu vois. C'est ça le truc. T'as pas l'impression d'être un peu coupé de l'histoire d'Israël, que ça continue et toi t'es resté un peu... Il y a un peu de ça, mais alors justement il faut garder le fil. Non, d'abord on est toute la journée au téléphone avec nos référents israéliens. On a beaucoup de voyages en Israël, donc on n'est pas coupé de ce qui se passe en Israël. D'accord. Mais c'est vrai qu'on est imprégné de la vie de terrain sur place, des communautés juives et de trouver des solutions aux gens. Ce qui est intéressant dans ce job-là, c'est qu'au final, il y a un grand rapport humain, parce que tu es en face d'une personne, il te dit, voilà, moi, c'est ça mon projet de vie, et tu es la porte pour pouvoir le réaliser. Donc, soit tu vas jouer l'administratif, tu vas lui donner le minimum vital, tu vas lui faire ses papiers, tu lui diras, voilà, quelques petits conseils et c'est fini. Soit tu prends le job comme quelque chose de vital et tu vas l'aider à réaliser son projet, et tu vas essayer de t'investir à fond pour lui trouver de l'autre côté un maximum de réponses concrètes pour qu'il puisse réaliser son projet. Tu as eu l'occasion de faire un tout petit peu d'éducatif quand même en marge, parce que tu avais quand même dans ta première shlichut... Très peu, la vérité. Non, je suis allé un petit peu dans les mouvements de jeunesse, ce genre de choses, pour parler de manière générale avec les jeunes, mais c'est vrai que c'était pas ma spécialité à ce moment-là, non. J'ai pas beaucoup. Alors toi qui as fait dans les professions, etc., dans la recherche de boulot... Tu as eu l'impression qu'il y a eu une évolution, parce qu'on en parle de plus en plus. Il y a des gens qui disent, ouais, dans le temps, même en France, les jeunes étaient plus... Il y avait une approche, je vais changer le monde. Il y a un type qui me disait en France, il me disait, avant, les jeunes juifs voulaient beaucoup aller à l'ENA, voulaient avoir des grands postes, devenir peut-être ministre. Puis aujourd'hui, c'est du business, du truc, du high-tech. Il y avait déjà, on sentait un peu déjà ce changement-là, ou à l'époque, c'était encore... Oui, bien sûr, on sentait depuis déjà, à cette époque-là, c'était pas il y a très longtemps, on parle d'il y a 10 ans, tu vois. Donc, il y a une dizaine d'années, les jeunes étaient déjà dans la recherche du profit rapide, trouver vite une affaire à monter. C'était déjà la manière de penser. Et d'ailleurs, il faut dire aussi une chose, c'est qu'Israël permet de développer ce type d'ambition
de manière beaucoup plus importante qu'en France. Hein. Ici, si tu es un profil entrepreneur, tu vas pouvoir te développer beaucoup plus vite qu'ailleurs, parce que l'écosystème ici pour les entrepreneurs est exceptionnel, pas que dans la high-tech. On valorise beaucoup l'entrepreneuriat, et donc si tu es une tête un peu business, un peu iskit comme ça, le pays, il correspond tout à fait. Hein. Est-ce qu'il y a eu un moment où on a atteint le point où il y a eu un vrai changement? Je me rappelle, moi, je suis monté il y a plus de 30 ans. Et dans le temps, c'était tu pars en Israël, tu pars n'importe où, quoi. L'aventure, c'est sauvage, c'est en retard. Et puis on a l'impression qu'à un moment donné, cet équilibre ici avec Israël, avec sa grosse croissance, son high-tech, son truc, il est en train de cartonner un peu. Et puis la France, un pays encore riche, important, mais avec des infrastructures beaucoup plus vieilles, plus lourdes, et puis une croissance qui a du mal un peu à décoller. On a l'impression que le centre un peu de l'action, il s'est déplacé. Ouais, c'est vrai, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. Et les gens parfois, ils n'ont pas suivi ça, tu vois. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a encore qui venaient et qui partaient un peu à l'aventure en Israël. Et ils n'étaient pas sur cette roche où on part parce que là-bas, c'est plus avancé qu'en France, mais ils étaient sur la roche de partir à l'aventure. Justement, notre rôle à nous, c'était de les recadrer. On leur disait, il ne faut pas partir à l'aventure. Il faut bien préparer son alia, il faut bien préparer son projet à tous les niveaux, parce que sinon, tu risques complètement de te planter de l'autre côté. Comment t'avais des enfants quand tu es parti en Sderot qui étaient jeunes, etc. ou... Ouais, mes enfants étaient jeunes, ils étaient au GAN, ils étaient petits, quoi. D'accord. Ouais. Ils se souviennent de cette période? Ils ont encore des bribes de... Ouais, non, ils se souviennent bien. Non, pour mes enfants, c'était super parce qu'ils ont fait là en France le CP, CE1 comme ça. Ouais. Donc ils ont appris à écrire le français, à lire le français. Ils se souviennent encore un peu du français? Ils lisent encore des livres en français grâce à ça. Et donc après, par contre, quand ils sont revenus en Israël, ils ont dû réapprendre l'hébreu. Ils avaient oublié l'hébreu pendant 3 ans en France. Mais bon, non, c'est un bon souvenir pour toute la famille. Ouais. Alors, une dernière question un peu sur cette période, mais tu nous dis ce qu'on a le droit de dire, je ne sais pas comment ça se passe, moi, dans les couloirs d'agents juifs, mais les gens, souvent, ils parlent d'agents juifs, oui, j'ai eu un rendez-vous, un truc, mais on a l'impression que personne ne sait trop comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne un peu dedans? Toi, tu étais au travail, il y a un type qui est responsable des programmes éducatifs, il y a un chef, comment ça marche un peu? Tu as le droit d'en parler ou on a bien sûr, le droit de dire non, okay. Non, mais ça fonctionne de manière... Eh bien, on donne un peu aux auditeurs un peu de notions sur comment ça marche un peu, ce grand bateau. À l'époque, ça fonctionnait un peu différemment d'aujourd'hui, parce qu'il y avait moins de demandes qu'aujourd'hui. Mais je vais te dire comment ça fonctionnait. Il y avait des shlichei alia qui étaient des envoyés d'Israël qui devaient recevoir tous les candidats à l'Alia. C'est-à-dire que chacun venait pour un rendez-vous individuel, d'accord, dans lequel il y avait un projet individuel du candidat ou de la famille, et le shaliach alia devait d'une première partie s'occuper de la partie administrative du changement de statut pour les rendre israéliens, et de la chose la plus importante, les aider à concrétiser leur projet d'alia, que ce soit un projet en fonction d'une ville, en fonction d'un travail, en fonction de les aider vraiment de mialef atav, de vraiment construire leur projet d'alia. Et à côté de ça, il y a des rendez-vous qui ne sont pas individuels, des soirées d'information, des événements qui sont organisés à côté, où le shaliach alia, là, il rencontre les gens pas un par un, mais en groupe, sur des sujets précis, à chaque fois, en fonction du sujet. À côté de ça, il y a des employés locaux, qui ne sont pas des shlichim, qui sont des gens qui habitent en France, qui travaillent à l'agent juif, qui font la partie administrative, qui donnent aussi un peu du conseil sur certains domaines bien spécifiques. On peut prendre aussi rendez-vous avec eux. Et donc, voilà, ça fonctionne plus ou moins pareil aujourd'hui. Il y a un chef. Il y a un chef. Il y a un directeur. Il y a un directeur de l'agent juif. Il y a des shlichim, il y a des employés. Il y a des spécialistes. C'est pas les spécialistes de l'emploi, spécialistes des écoles. Il y a des spécialistes dans tous les domaines. Et puis, en fonction des besoins des personnes, ils vont rencontrer différents interlocuteurs. C'est une équipe qui s'entend bien, en général? Ça dépend des périodes, mais généralement, on essaye qu'il y ait une bonne ambiance. Comme je t'ai dit tout à l'heure, la bonne ambiance, c'est quand même très important. Ouais, il faut qu'il y ait une ambiance agréable, parce que sinon... Alors après, il y a des problèmes aussi qui sont des problèmes qui sont inhérents au fait que quand il y a eu la grande vague d'Alia ces dernières années, où il n'y avait pas assez de personnel à l'agence juive, les gens se plaignaient beaucoup ils avaient du mal à avoir des rendez-vous, ils avaient du mal à joindre l'agence juive. L'agence juive, elle a essayé d'augmenter un peu ses effectifs, mais avec les budgets que l'État donnait et que l'agence juive avait. Parce que tu peux avec les moyens du bord. Voilà, exactement. Mais les gens sont très motivés, les employés sont très motivés pour faire réussir le projet. D'accord. Alors maintenant qu'on a regardé un peu ce qui se passait à l'agence juive, tu termines cette période-là et tu dois revenir en Israël. Ouais. Comment on revient? Comment ça se passe? On revient. Parce que chez Shaliach, on a quand même un certain statut. On représente l'État d'Israël. Ouais.
Comment on revient et puis plus personne t'a attendu en Israël, tu dois recommencer Alors, un peu. c'est pas comme un Olé qui doit préparer sa alia, mais il faut aussi préparer son retour. C'est normal, hein, je veux dire, il n'y a pas un job qui t'attend quand tu rentres. Ça, c'est ça la question, non. Ça marche pas comme ça. Donc, tu prépares dans l'année avant le retour, tu prépares ton retour. Moi, personnellement, j'avais des contacts dans le domaine de l'emploi. Tout de suite, j'ai postulé un job. T'étais dans le bon domaine. Voilà, Bon, les gars, je vous envoie le dossier du type, je ne mets pas le nom. La vérité, la préparation était un petit peu compliquée pour les enfants parce qu'il fallait leur trouver des écoles, il fallait qu'ils fassent un ulpan comme des Olim Pradashim parce qu'ils avaient oublié l'hébreu. Sur ce côté-là, on a passé le même cursus que des Olim. Mais pour le reste, on parlait la langue, on avait notre appartement à Jérusalem, on était intégrés. Moi, je suis arrivé, j'ai tout de suite commencé à travailler. Voilà, ma femme aussi, donc on n'a pas eu des grosses difficultés. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des shlichim quand ils reviennent qui sont mal préparés. Mais a priori, ils sont censés, eux, préparer les gens là-bas. Donc, Non, je te pose la question quand même, parce que très souvent, on entend des gens, c'est le plus facile. Oui, l'agent juif, oui, il traîne pour les rendez-vous, oui. Alors qu'en fait, quand on rencontre les employés de l'agent juif, on a l'impression qu'ils bossent à longueur de journée, qu'ils sont en train de courir à droite, à gauche. Oui, parce que la personne qui appelle et qui reçoit pas de réponse, qui laisse un message sur un répondeur, il sait pas qu'il a laissé un message parmi 500 messages et que la personne, avant qu'elle écoute son message, il va se passer 4 ou 5 jours. Lui, et c'est légitime, il a laissé un message, il veut qu'on le rappelle dans la journée, le lendemain, c'est urgent pour lui. Il comprend pas, tu vois ce que je veux dire. Et lui, il vit à son niveau individuel. Après, il y a l'administration de l'endroit qui fait que cet endroit-là, il était habitué à gérer 2500 à 3000 personnes par an. D'un coup, c'est passé à 7000 personnes par an. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il faut comprendre, voilà, il y a des difficultés qui sont des difficultés de logistique, mais qui ont été relativement bien gérées par l'équipe actuelle, je pense. Vraiment, au mieux possible en tout cas. Alors, on va faire passer ce message quand même aux gens qui nous regardent. Les gens de l'agent juif n'arrêtent pas de bosser, quoi. Ils n'arrêtent pas de courir. Arrêtez d'imaginer qu'ils mangent des falafels et pour vous donner un rendez-vous dans 3 mois, c'est parce qu'il y a 3 mois de rendez-vous avant, quoi, des gens qui font la queue. Non, c'est important de le rappeler. Il y a quand même des mecs qui font un Avodat Kodesh, qui ont laissé tout, leur famille, leur truc ici, leur boulot souvent pour aller bosser là-bas. Non, puis il y a aussi quelque chose. Si déjà on est dans ce truc-là, moi je veux dire un truc, regarde. Le juif de France, généralement, quand il vient pour faire la Aliyah, c'est pas que tout lui est dû, mais il s'attend à un certain standing de service, tu vois. Il vient faire la Aliyah, il faut le recevoir bien, il faut lui ouvrir le tapis rouge, tu vois. Bon, moi, je pense qu'ils ont raison quelque part, mais d'un autre côté, ça reste une procédure d'immigration. Imagine-toi maintenant, tu veux avoir la green card aux États-Unis, tu vas te pointer au service de l'immigration américaine et tu vas taper sur la table, tu vas dire alors pourquoi on va pas donner le rendez-vous tout de suite et je veux ci et je veux ça, tu vas sortir 50 demandes et je peux pas amener les papiers qu'on me demande parce que ça m'embête d'aller les chercher, je vous ai amené un truc qui ressemble. Tu vois ce que je veux dire? À la fin, c'est une procédure d'immigration, même si on est content, il y a des idéologies derrière, c'est le peuple juif qui revient sur sa terre. Tout ça, c'est vrai et c'est très positif, ça fait partie de l'ambiance. Mais à la fin, ça reste, tu vas changer de nationalité, on va te donner une nouvelle nationalité, tu vas devenir citoyen d'un nouveau pays. Il y a un minimum de choses que tu dois amener, tu dois répondre à certaines exigences du pays, c'est normal. Et parfois, le ton monte pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Les gens s'énervent pour des petites choses qui sont pas... Si tu relativises le truc, ça se passe relativement sereinement. Je connais pas un autre pays qui donne une nationalité aussi rapidement et avec si peu de paperasserie. Donc au final, il faut relativiser un petit peu, tu vois. D'accord, on va faire passer le message. Ouais. Et c'est très important comme message quand même. Il y a un pays qui arrive et qui te file quand même plein de choses. Alors tu peux arriver, te plaindre, raconter et tout, mais il faut un peu d'honnêteté intellectuelle malgré tout et d'objectivité. On fait avec les moyens du bord des fois. Il y a quand même beaucoup de moyens qui sont investis pour que les Juifs puissent rentrer dans le pays de leur père. Donc toi, tu reviens... Yossi, et tu reviens en Israël, donc tu te remets à travailler? Ouais, je me suis remis à travailler. J'étais responsable pour des sociétés de sécurité israéliennes qui vendaient des produits essentiellement d'aéronautique, mais aussi de toutes sortes de produits technologiques à des gouvernements africains. Je travaillais 6 ans là-dedans. Donc je faisais beaucoup de voyages, mais c'était très intéressant parce que je vendais à des pays. Donc quand je voyageais en Afrique, c'était pour voir des chefs d'État, des ministres et vendre des technologies israéliennes. Et donc c'était assez enrichissant parce qu'on faisait partie vraiment du développement de l'économie israélienne à l'étranger. Mais c'était pas facile au niveau logistique parce que c'est loin l'Afrique, parce que pour quelqu'un qui vit une vie juive, c'est un peu compliqué, Shabbat là-bas, la cache-route et tout ça. Mais assez intéressant de bosser à un level politique haut level, tu vois, et de rencontrer des chefs d'État et de vendre de la technologie israélienne et de voir que vraiment, par rapport aux concurrents, il y a vraiment une avancée ici en termes des produits qu'on propose. Voilà, j'ai fait ça pendant 6 ans. 6 ans après mon retour. En faisant des allers-retours, bien sûr, je vivais en Israël la majorité du temps. Je n'étais pas basé en Afrique.
D'accord. Alors, après la France, l'Afrique, et Youssef Abravanel, on ne s'ennuie pas, il a de la couleur, il fait plein de choses. On termine la troisième partie de Plein Ado et on va se concentrer ensuite sur des questions d'ordre général un peu dans la quatrième et dernière partie. À tout de suite. Plein Ado, quatrième et dernière partie avec notre invité du jour, Youssef Abravanel, ancien chaliard de l'agence juive à Paris, qui fait plein de choses intéressantes. On était en Afrique avec lui, en train de vendre des technologies israéliennes. Actuellement, c'est ce que tu fais encore aujourd'hui ou tu as changé un tout petit peu d'activité? Non, pas du tout. Non, je fais plus du tout ça. Non, j'ai arrêté les technologies à l'extérieur. Il passe d'un truc. Non, aujourd'hui, je travaille pour une organisation qui s'appelle Elnet, qui est une organisation qui fait du rapprochement stratégique entre les pays européens et Israël au niveau politique. C'est-à-dire que le but de l'organisation, c'est de faire connaître Israël aux dirigeants et aux décideurs européens. Et donc, c'est une mission très, très, très intéressante. Voilà, je travaille là-bas depuis 2 ans. D'accord. On va rester un peu sur le même concept, mais dans la communauté juive. Aujourd'hui, pendant très longtemps, on entendait... moi, je me rappelle quand j'ai fait ma alia dans le temps, on le disait tout à l'heure, le fou qui part... il y a plus de 30 ans, c'était les gens qui ont envie de retour dans le passé. T'es arrivé dans un pays qui était moins développé que la France, il y avait moins de choses, moins de services, c'était très sympathique l'ambiance, mais finalement un peu pour les familles, c'était bon, le pauvre, il va s'enterrer en Israël. Et pendant longtemps aussi, les gens qui avaient fait leur alliance en voulaient un peu aux Juifs de France, dans la mesure où d'abord ils les comprenaient pas, ou peu, demandaient toujours des comptes. Ah, ça va pas, il y a un truc, allez, rentre en France, comme si tu avais un endroit où tu peux revenir automatiquement à la niche un peu. Et d'un autre côté, on entendait souvent, on en entend encore, en faisant des réseaux, des critiques sur les Juifs de France. Mais vous voyez pas ce qui se passe avec l'hypercacher, mais vous voyez pas. Est-ce qu'il y a moyen, il y a aussi de normaliser un peu ces relations, d'arrêter d'être à un niveau de je te tape dessus et rends-moi le coup et je me moque un peu de toi pour arriver à une façon de savoir vivre ensemble. Il y a des gens qui veulent pas monter en Israël, qui vont vouloir rester et passer leur vie en France. Il y a d'autres personnes qui sont très bien en Israël et qui réussissent de façon fantastique, d'autres pour qui c'est plus difficile. Finalement, il y a de tout. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de normaliser un peu et de faire en sorte que le peuple juif, qu'il soit aux États-Unis, en France ou en Israël, non seulement arrive à se respecter les uns des autres encore plus, mais à ébaucher éventuellement des projets ensemble? Toi, tu rapproches... tu essaies de faire comprendre à des décideurs européens, etc., qu'Israël, c'est un pays fantastique et qui fait beaucoup de choses quand même, sans faire de la propagande. Comment on peut vendre à la communauté quelque part cette idée d'un Israël qui est fantastique, qui se développe, qui fait des choses, sans les faire passer pour des idiots qu'on voit comme des types qui n'ont pas compris, qui n'ont pas eu le déclic encore? Ouais, il y a quelque chose à faire sur ce créneau-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'Israël est perçu, moi maintenant je parle par le monde non juif, est perçu comme une réussite au niveau économique, d'accord, dans tout le domaine de la high-tech de manière générale. Grâce à ça, il y a énormément de ponts maintenant entre les différents pays dans le monde, pas qu'en Europe, et Israël. Et on peut développer, grâce aux Juifs des différents pays, effectivement énormément de choses entre la France et Israël. Les nouvelles technologies ont fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui peuvent travailler depuis Israël sur d'autres pays et vendre. Aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui les pays qui vendent, par exemple en France, les sociétés qui vendent en France, les sociétés high-tech en Israël, elles ont toutes des Français dans leur market shivouk, dans leur département marketing. Elles ont des Français qui vendent sur la France, qui se déplacent, qui vont de l'autre côté, qui ouvrent des bureaux côté français. Il y a énormément d'échanges. Donc il y a énormément de choses qui peuvent se mettre en place et il peut y avoir des ponts économiques entre les pays, pas que avec les Juifs, mais entre autres, les acteurs de ces ponts économiques peuvent être les Juifs des deux côtés. Et ça peut être un super lien pour garder les Juifs de diaspora branchés à Israël. Et pour Israël, ça peut être un facteur de développement économique encore plus important. Donc ouais, il y a beaucoup à faire là-dessus. Ça peut permettre aussi à des gens de faire leur alia, parce que sans faire une alia Boeing vraiment, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on peut régler par Internet, par téléphone, que quelques petits voyages de temps en temps peuvent permettre. Moi, je connais un type comme ça qui va une fois par mois, il fait 2-3 jours, il fait ses clients, et puis il revient en Israël. C'est l'avenir de tous les métiers des services. C'est-à-dire que tous les métiers des services, à moyen court terme, pourront être décentralisés. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit déjà aux États-Unis. Par exemple, vous avez un avocat qui est spécialisé dans un certain domaine de conseil, mais lui, il est à Washington. Ses clients, ils vont être à Los Angeles. Il va leur donner le conseil par vidéoconférence, mais c'est tout à fait quelque chose de tout à fait qui se fait de manière complètement banale aux États-Unis. Ça va se mettre en place entre tous les pays du monde pour avoir une personne qui est ici en Israël qui donne un service
à distance, avec aujourd'hui le développement des technologies de communication, c'est plus un problème. Et venir pour certains rendez-vous qu'on est obligé d'avoir en face à face quelques jours, voyager physiquement, ça aussi c'est possible. Alors, dans le monde des ados, dans le monde des jeunes, etc., il y a sûrement des choses à faire aussi. On a déjà les précurseurs, des gens qui viennent même faire un programme Massa pendant 1 an, où ils ressortent avec un peu d'hébreu, un peu de connaissance d'Israël. Et donc, on le voit aujourd'hui. Moi, je vais souvent en France, et puis les jeunes connaissent les chansons israéliennes mieux que moi. Alors, pour le positif ou le négatif, les programmes Massa aujourd'hui sont perçus comme des programmes de pré-alia. C'est-à-dire que les gens qui vont faire Massa, généralement, 80% vont faire leur alia derrière. C'est rare les gens qui vont faire Massa qui vont revenir après vivre en France. Alors que si on regarde le monde anglophone, les juifs des pays, des États-Unis, d'Angleterre, ils ont le concept de gap year qui n'existe pas du tout en France, qui est le concept de dire, voilà, moi, après le bac et avant la fac, j'ai une année dans laquelle je vais me construire. Cette année-là, voilà, je vais venir par exemple en Israël, mais je sais que je vais venir pas pour faire mon alia. Je vais venir pour me rapprocher du peuple juif, pour me construire. Et quand je vais repartir après dans mon pays, eh ben, je serai un ambassadeur. Toute ma vie, je serai un ambassadeur d'Israël. Ça va m'aider pour l'éducation de mes enfants, pour leur inculquer du judaïsme, les rapprocher d'Israël et avoir ce lien avec Israël. Ce concept de gap year là, très anglo-saxon, je sais pas pourquoi, en France, c'est pas dans la mentalité du tout. Comme on a dit tout à l'heure, on a un petit peu parlé de la précipitation à aller faire des études, de pas perdre de temps, entre guillemets. C'est vrai que si on avait ce concept-là, même pour les gens qui sont pas prédestinés à partir en Israël, alors peut-être que pendant ce gap year-là, ils trouveraient une vocation à rester, mais même pour ceux qui resteraient pas, ça en ferait des cadres communautaires de l'autre côté, ça renforcerait la communauté juive locale et ça donnerait de la motivation aux gens pour rester proches du judaïsme et de ses racines. Et ça, on l'a pas malheureusement aujourd'hui. Alors tu me diras, comme tu m'as dit, tu as les programmes Massa, mais les programmes Massa, c'est des programmes de pré-alia. Nous ne montons pas la majorité des gens. Dans le monde francophone, oui, parce que c'est un fait. Alors peut-être que, je ne sais pas, effectivement, le type qui arrivait, parce que ce n'est pas tous qui arrivent en disant je veux faire ma alia, mais c'est vrai qu'au bout de 2, 3 mois, 4 mois, des fois, ça devient une évidence pour eux. Alors c'est une bonne chose qu'on les pousse à faire leur alia. Mais voilà, c'est Betsav et Tarnégolet, c'est-à-dire qu'ils partent tous. Donc s'ils partent tous après de l'autre côté, qui sont les cadres communautaires qui restent pour éteindre la lumière de l'autre côté après, avant de partir. T'imagines qu'on pourrait effectivement pousser pour un programme, c'est-à-dire en disant, voilà, programme sans risque, avant de plus facilement quelque part. Moi, je dis comme ça, je dis que si tu as une vocation à faire ton alia, viens, fais Massa, ça sera une bonne préparation. Si tu sais pas, viens aussi, tu verras sur place. Mais si tu es persuadé de ne pas faire ton alia, c'est pas dans ton projet de vie, et t'es pas open à ça, alors viens au moins, donne un petit peu de temps à Israël, pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton entourage, pour te construire, tu vois. Bon, alors c'est dur à vendre, hein, parce que tu vas te battre contre le préétabli de l'autre côté, qui est que je perds pas, moi, 6 mois, 1 an, je fais tout de suite des études, je rentre tout de suite dans la vie active. La vie est tellement dure, est-ce qu'on va se mettre des trucs comme ça Est-ce qu'on va se mettre des barrières? C'est pas une barrière, en fait, mais c'est perçu comme ça, malheureusement. Alors, dans le monde des ados, par exemple, il y a un truc... mais ça, par exemple, ça pourrait être vendu par les mouvements de jeunesse, tu vois. Ça l'est pas vraiment aujourd'hui. Non, pas vraiment. Ouais. Pas vraiment. Mais très souvent, il y a ce truc. Alors, c'est marrant parce qu'on voit les jeunes arriver au bac bleu-blanc. Ils devaient avoir déjà de ton époque, ça avait commencé déjà, le truc. Et avec des étoiles plein les yeux, waouh, la semaine, le truc et tout. Et puis ensuite, ils rentrent chez eux. Et j'ai même vu des parents qui les attendent de retour parce que c'est connu. Ouais, le bac bleu-blanc, c'est un bourrage de crâne. Les enfants, ils arrivent, veulent faire leur alia, etc. On est obligé de les désintoxiquer pendant 2 semaines, de les passer, etc. Mais il y a quand même quelque chose de magique qui se passe en Israël qui n'est pas dépendant du programme, des conférenciers, etc. Il y a cette semaine où tu as l'impression de te retrouver toi-même, de sentir, de faire ressortir ton judaïsme quand même de façon beaucoup plus claire. C'est pas factice, c'est trop facile de dire bourrage de crâne. C'est quoi le bourrage de crâne? Et moi, personnellement, je pense qu'effectivement, il manque un peu un projet où des Israéliens, même francophones, mais qui ont fait leur alia depuis plusieurs années, et des jeunes Français, même s'ils n'ont pas de projet d'alia, pourraient travailler, grâce aux technologies aujourd'hui modernes, sur des projets communs qui au moins garderait ce lien très très fort entre Israël et entre la diaspora, et un lien où on se regarde dans les yeux à hauteur d'homme, et on arrête de se prendre les uns pour les autres, comme les autres, pour des bonhommes un peu décalés. Je pense que ça manque un peu. On pourrait imaginer, quand tu m'as donné envie tout à l'heure, quand tu parlais de ton programme sur les juges et les avocats, on a l'impression que des fois, il suffit de faire un switch un peu, de faire les choses un peu différemment. Et on peut, alors, souvent, on va te dire, ouais, t'as mis la barre trop haut, attention, oh, tu démarres. D'un autre côté, on a l'impression des fois qu'il y a quelque chose, il y a des barrages qui n'ont pas été cassés et qui permettraient des échanges
beaucoup plus régulier, sans qu'il y ait cette menace sans cesse. Est-ce qu'on va pas m'attirer? Est-ce que moi, je vais pas faire Maïrida, lui, il va pas faire ça à Alia? Ouais. Non, venez, on monte des projets, puis on travaille, et puis on verra. Il faut être audacieux, tu as raison, il faut penser à des nouvelles choses, il faut sortir de la boîte, essayer de réfléchir différemment et même envisager des trucs un peu fous comme ça. Et ça peut faire la différence. Ouais. Parce que je pense qu'Israël a vraiment un truc à vendre à ce niveau-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, il se passe tellement de choses ici. Puis les éducateurs, énormément d'éducateurs sont là, sont montés. Il y a énormément de... Alors, il y a des échanges. Ici et là, on voit des trucs, il y a des conférences. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore un barrage qui n'a pas été démonté. On reste encore dans les anciennes structures. Un conférencier est venu d'Israël. Par exemple, tu dirais quoi de l'idée de prendre ce qui se fait avec Erasmus et de le mettre sur des écoliers? Tu vois, Erasmus, c'est un échange comme ça de 6 mois entre 2 universités étrangères. Là, tu dirais, par exemple, je prends les élèves d'une école juive et ils font 6 mois de leur année dans une école israélienne. Par exemple. Et vice-versa. Des écoliers israéliens font 6 mois de leur scolarité en Israël. Par exemple, ils vont apprendre avec un vrai projet derrière. Ils vont apprendre la langue, ils vont apprendre le truc. Ouais. Ils ressortent avec un élément qui les aidera même dans leur CV, etc. Mais j'ai vu ce que c'était et je comprends. Et à ce niveau-là, on aurait même l'avantage de plus être dans la spéculation. On n'est plus dans ah oui, mais il paraît que non. J'ai vécu. Un type qui a vécu, il dit non, moi on me la raconte plus. J'ai été là-bas. Je sais ce qui s'y passe. Je trouve qu'on manque un peu d'audace. Effectivement. C'est vrai. Yossi, on va bientôt se séparer. Tu as des choses dont tu aimerais parler avant de partir, des idées, des projets fous? Tu n'as pas envie de remonter une boîte de high-tech là? Écoute, on y réfléchit. On y réfléchit, mais bon, pour l'instant, je ne vais pas m'avancer. Non, par contre, ce que je voulais dire sur les sujets dont on a parlé, tu vois, c'est bien de mettre en garde les gens, de les préparer sur les difficultés de ça. Mais par contre, ce qui est très important, et ça rejoint un petit peu ce que tu as dit juste avant, c'est qu'il ne faut pas arrêter de rêver et puis il faut réaliser ses rêves. Tu vois, ça veut dire il faut comprendre qu'en Israël, il y a une place pour chacun. S'il y a des gens qui sont en France qui écoutent cette émission, on n'a pas parlé que de problèmes. Il y a surtout des solutions ici. Et puis, il y a une place pour chacun. Après, il faut bien se préparer pour essayer de trouver cette place-là. Elle n'est pas donnée automatiquement, mais elle existe, elle est là. Il faut se prendre en main et venir la créer ici. Voilà. C'est un beau message, parce qu'on a l'impression très souvent qu'il y a beaucoup de gens, des parents qui encore... Il y a des choses qui ont changé. Moi, je me rappelle de communautés où tu arrivais il y a 20 ans, tu disais oui, tu parlais de Alia ou tout, il y avait des types qui disaient mais ça suffit d'être... Puis aujourd'hui, il y a plus de cris. Il y a plus de cris. Tu dis bon, peut-être, mais pas maintenant, etc. Il y a quelque chose qui a quand même évolué. On a l'impression qu'on est encore parfois dans ces anciennes spéculations. Mais il paraît que tu arrives milliardaire, tu ressors millionnaire. Il paraît que ça, c'est des phrases toutes faites. Oui, c'est des phrases toutes faites, mais il y en a énormément à propos de l'Alia, puis des légendes. Il paraît qu'il y a un type à Netanya, il est arrivé. Et le truc dont on parlait juste avant, effectivement, quand tu vis une réalité, on ne peut plus te raconter des histoires. J'y étais, je me suis assis. Yossi, on va se dire au revoir. C'était très sympa pour toi d'être venu ici. Dès que tu montes ta petite boîte, la prochaine boîte de high-tech, etc., tu nous préviens. Avec plaisir. On va rappeler le numéro de la boîte vocale ici, le 050 430 80 20 pour laisser des messages ou des questions à la radio. Vous pouvez télécharger aussi l'application Studio Qualita sur l'App Store et sur Google Play. www.studiocalita.com 02 940 15 77. Retrouvez-nous bientôt. Plein l'ado. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. À bientôt. Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.